Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voice of African Women, une initiative du panel Égalité de genre de l'Union pour les études de population africaine URPS. C'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion que nous lançons aujourd'hui le tout premier épisode de cette série, dont l'objectif du podcast est simple, donner la parole à des femmes et des hommes africains dont les parcours, les convictions et les actions transforment nos sociétés. Nous voulons écouter leur histoire, comprendre leur engagement et partager leur vision de l'égalité. Je suis Iselle Flora Malakuete, présidente du panel, et je vous accompagnerai tout au long de cette conversation. Pour inaugurer cette série, nous avons l'immense honneur de recevoir le docteur Maximilien Gombe, camerounaise et juriste de formation qui dirige depuis plusieurs années le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, et dont l'engagement en faveur des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'égalité déjà est reconnu bien au-delà de l'Afrique centrale. Elle a reçu plusieurs distinctions internationales prestigieuses, parmi lesquelles le Robert Kennedy Human Rights Award en 2022, l'International Women of Courage Award en 2021, décerné par le département d'État américain, et a également été honorée par le prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit en 2016, ainsi que nombreux autres prix africains. Au-delà de ces reconnaissances, elle contribue activement à de nombreux réseaux et instances, notamment comme experte de l'Union africaine sur la démocratie et les élections, formatrice pour Amnesty International et membre de plusieurs comités stratégiques et groupes de travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ses engagements reflètent à la fois son leadership, son expertise et sa capacité à porter haut la voix des défenseurs des droits humains en Afrique et dans le monde. Alors, Dr Ngombe, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'ouvrir avec nous cette série. Je m'en vais vous poser une série de questions qui suivent le fil conducteur de notre podcast. L'idée est de parcourir ensemble votre parcours, vos expériences, vos convictions et aussi vos sources d'inspiration. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous reveniez un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit, n'est-ce pas, vers l'engagement pour l'égalité des genres et les droits des femmes? Je sais pas. Y a-t-il eu des moments ou des expériences particulièrement marquantes qui ont façonné votre leadership et votre travail? Oui, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de partager cet immense euh, programme que vous avez mis en place. Je peux que vous dire félicitations. Ah oui, effectivement, c'est difficile de parler de soi. Comme j'ai toujours dit, le moi est haïssable, mais comme je dois le faire, je vais le faire. Je voudrais dire simplement que très jeune, je suis née dans une famille de 10 enfants et 7 filles et 3 garçons. Et tout de suite, j'ai vu mon père enseignant, j'ai vu tout de suite qu'il y avait de l'injustice sociale. En plus, nous, on était des aînés et nos frères étaient des cadets, mais c'est nous qui étions là pour faire tous les boulots. Mes frères devaient venir s'asseoir, manger, on avait même leurs assiettes. J'ai trouvé ça très injuste, j'ai trouvé que c'est une injustice sociale. À côté de cela, j'ai vu ma maman qui était une femme dynamique, qui nous cousait les habits, qui se levait à 4 heures, qui ne mangeait jamais. Et je voyais mon père, c'est vrai, qui, parce qu'il était enseignant, il va travailler, il va rentrer quand il veut. Et ça m'a tellement touchée, je me suis dit, ça c'est une violence psychologique parce que, et ça c'est parce que nous sommes dans un système patriarcal. Donc je suis allée chercher, j'étais très jeune, je vais vous dire que je n'avais même pas 15 ans, je suis allée chercher les origines de cette injustice sociale-là. J'ai vu que voilà, je suis allée dans des familles, j'ai vu que c'était pareil. Je me suis rendu compte que ben, nous sommes dans un système patriarcal et au fur et à mesure que je grandissais au lycée, j'ai vu que ces violences, et puis ça s'est ajouté avec des violences sibyllines qui ne disent pas leur nom. À l'époque, je ne connaissais pas encore ce qu'on appelait violence conjugale. J'ai vu l'inégalité même au niveau de nos au lycée où des hommes doivent être dans des clubs Cheikh Anta Diop. Nous devons être dans des clubs éco-sofa, c'est-à-dire pour faire
pour faire des, 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 des- des- pour faire des gâteaux, tout ce que cela comporte. Donc, nous ne devons pas être dans des endroits de réflexion. Ça m'a beaucoup marqué. Ça, c'est un parcours personnel, mais j'ai commencé donc à militer quand j'étais déjà au lycée. Et donc, je suis entrée dans des groupes où il y avait des hommes en disant, ça, de toutes les façons, ce n'est pas normal. Et petit à petit, dans mon militantisme, j'ai vu des femmes qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller chercher pour aller vendre, rentrer, faire à manger. Et puis, j'ai vu des violences conjugales parce que l'homme n'a pas mangé à temps. J'ai vu des violences verbales et violences psychologiques. Et puis, dans mon militantisme, j'ai vu des femmes qui ne peuvent pas être ministres, qui ne peuvent pas occuper des postes de ministre de souveraineté, ben, qui vont être les ministres de famille, de ceci, et qui ne peuvent même pas être... ils sont victimes des railleries tout le temps, des injustices sociales tout le temps. Elles sont là seulement pour applaudir. Donc, ça, c'est un parcours personnel qui a forgé, n'est-ce pas, mon engagement. Et face à tout ça, à toute cette violence liée au patriarcat que subissaient les femmes, les jeunes filles, euh, face à, n'est-ce pas, à cette violence politique et économique, aux violences, n'est-ce pas, euh, 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 aux violences verbales, psychologiques et même physiques, à la marginalisation, n'est-ce pas, institutionnalisée, n'est-ce pas, des femmes et même au niveau de la famille. Et en plus, l'exclusion m'ont convaincu que le silence n'était pas une option. C'était un moment déterminant qui fut lorsque j'ai accompagné, bon, le moment déterminant, c'est quand j'ai accompagné les femmes victimes, n'est-ce pas, de violences liées au conflit, privées de justice, des violences, des, des violences vraiment de tout genre, des abus sexuels, et en plus de cela, l'inégalité, n'est-ce pas, du genre dans leur façon de rester silencieuse. C'était un moment, n'est-ce pas, déterminant pour moi. Et ça s'est passé au Cameroun, dans les régions du nord-ouest, sud-ouest, au nord, à l'extrême nord, dans les régions du nord, et au Tchad, et en RDC, dans l'est de la RDC. Ça, ce sont des moments déterminants qui ont forgé, n'est-ce pas, ma conviction qu'il fallait leur donner une voix et une place centrale dans le processus de gouvernance et de paix et un leader. Et je me suis dit, un leader éthique, à mes yeux, doit conjuguer intégrité, courage et humilité. Ces qualités associées à des compétences stratégiques comme la médiation, le plaidoyer basé sur les faits et la résilience ont guidé mon parcours. Voilà un peu ce qui a mon parcours personnel de leadership. Amazing. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est toujours précieux de comprendre, vous savez, les racines d'un engagement. Alors, restons encore un instant sur ce fil avec une question sur les nombreuses initiatives au fil des années que vous avez menées, parce que je présume que parmi elles, certaines ont eu un impact fort et durable sur la vie des femmes et des filles. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques projets qui vous tiennent le plus à cœur et qui, selon vous, ont marqué, n'est-ce pas, une réelle différence? Le premier projet, c'était de donner la parole à ces femmes-là, de briser le silence. C'est important de briser le silence. Quand vous brisez le silence et vous les accompagnez avec un soutien psychologique, vous soignez les blessures. Donc, nous avons fait au sein du REDAC, nous avons mis en place un projet où il fallait, on appelait ça le dialogue intercommunautaire, mais c'était les jeunes filles et les femmes qu'on a formées pour leur permettre de prendre la parole, de briser le silence. Et ça a été des moments très durs et en même temps, ça a été des moments où des femmes se sont lâchées et ont dit ce qu'elles vivaient et ont guéri. La plupart des jeunes filles et des femmes, j'en suis fière aujourd'hui, ont guéri et sont aujourd'hui des femmes accomplies. La deuxième chose, c'est que nous avons compris que dans des zones en conflit, il y a les femmes qui vivent des violences et qui sont dans une précarité et sont, n'est-ce pas, elles sont le nid de ceux qui viennent, n'est-ce pas, les utiliser comme des objets sexuels. Ça peut être
des bandes, des groupes armés, comme ça peut être aussi les armées régulières. Il fallait, n'est-ce pas, faire tout pour que ces jeunes filles soient autonomes. Nous avons mené avec succès des projets liés à leur autonomie, c'est-à-dire ce n'est pas en leur donnant de l'argent, parce que c'est ça qui est un problème avec nous. Il faut faire attention à penser qu'on va donner de l'argent à une jeune fille en lui disant on va faire. Non, nous avons mis en place des clubs de paix où elles étaient ensemble pour, n'est-ce pas, la cohésion sociale, pour qu'elles partagent leurs problèmes et puis en même temps qu'elles apprennent un métier. Donc, on a mis en place, par exemple, les clubs de paix et on a amené des des formateurs pour leur former à des, pas à des métiers forcément pour faire le savon, mais par exemple à transformer, n'est-ce pas, des tissus, à faire des jolis pagnes et tout ça pour que ça soit acheté au-delà de leur cercle. Et je peux vous dire que certaines de ces jeunes filles, aujourd'hui, à partir de cette club de paix et cet accompagnement, par exemple, au Nord, il y a au moins trois qui ont pu aller payer leurs études, qui ont eu leur master 2 et qui sont aujourd'hui accomplis et qui sont des mamans. Après, nous avons aussi euh, 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 pensé il fallait les accompagner au niveau du tribunal. Parce que vous savez, les femmes ne parlent pas beaucoup lorsqu'ils sont violentés. Nous avons pu identifier les féminicides, par exemple, au niveau du Cameroun et puis au niveau du Tchad, et nous avons pu porter notre voix au niveau des Nations Unies, au niveau de la Commission africaine, parce que le REDAC a un statut d'observateur auprès de la Commission africaine, et nous avons porté notre voix pour dire qu'il faut que ça cesse, et nous avons accompagné certains au niveau de la justice pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, elles puissent aller devant la justice pour, n'est-ce pas, dire ce qu'elles ont, qu'elles ressentaient comme difficulté. Mais il y a aussi à côté les formations, parce que nous avons constaté, en tout cas, que beaucoup de jeunes filles ne sont pas formées, beaucoup de femmes ne sont pas formées, on les laisse pour venir applaudir. Il fallait les former. Et pour les former, il faut leur donner à côté des personnalités qui, qui se sont remarquées dans leur vie, n'est-ce pas, leur façon d'être. Et donc, nous avons pu les former en leur donnant des mentors, avec du mentorship. Donc, on leur a donné des mentors pour les accompagner dans leur quête de devenir des leaderships et de savoir qu'elles peuvent se défendre lorsqu'elles sont face à une difficulté et qu'elles ne doivent pas avoir peur, elles ne doivent pas rester silencieuses. Donc, ça, ces actions ont transformé donc de plaidoyer et de formation, le plaidoyer que nous avons mené auprès des institutions nationales, régionales, internationales, les outils qu'on leur a donnés pour être fortes, c'est-à-dire que se prendre en charge seul et puis évoluer sans, indépendamment de tout ce que cela comporte, ou alors des soutiens des uns et des autres, et de les sortir, n'est-ce pas, de ce gain-là qui était que c'est là que les groupes armés venaient recruter. Donc, nous avons aussi amené par notre formation par ce soutien des jeunes filles et des femmes à ne plus être, n'est-ce pas, le vivier de ceux qui devaient venir les, les recruter. Et nous avons pu constater à la fin de ce projet qu'il y a eu diminution des jeunes filles dans les rangs, n'est-ce pas, de ces bandes armées. Il y a une diminution, que ce soit à l'extrême nord, au nord-ouest et sud-ouest, que ce soit au Tchad, le Tchad, c'est dans les zones en conflit, que ce soit à l'est du Congo, il y a eu une diminution de ces jeunes filles et de ces femmes qui n'étaient plus diminution de recrutement au sein, n'est-ce pas, de ces groupes armés. Il y a eu On a constaté qu'il y a eu une certaine émulation, n'est-ce pas, qui a fait à ce que ces femmes aujourd'hui, lorsque nous les voyons
se mouvoir dans d'autres forats, vous sentez que la formation, le renforcement de capacité qu'on leur a donné, leur a permis, n'est-ce pas, de se débarrasser de tous les complexes. Et nous voyons aussi que le plaidoyer que nous avons mené fait aujourd'hui que dans la plupart des pays, au niveau des institutions, un engouement à donner aux femmes un statut particulier et à lutter efficacement contre toute violence et contre les inégalités et contre tout ce qui contre l'injustice sociale. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu faire. Donc, ma conviction, c'est qu'un plaidoyer bien structuré, comme nous l'avons fait, et les actions menées, bien, bien menées, après avoir fait une étude du terrain, peuvent transformer, n'est-ce pas, les contraintes en opportunités. Et c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup pour ces exemples fort intéressants et concrets. Alors, à présent, si l'on prenait un peu de hauteur, vous voyez, et que l'on regarde la situation actuelle sur le continent. Alors, quels vous semblent être aujourd'hui les enjeux de genre les plus urgents pour les femmes africaines? Vraiment, on a fait beaucoup, mais je pense il faut d'abord dire qu'il y a une volonté politique de nos institutions à ne pas mettre la femme au centre. Parce que c'est ma conviction personnelle, j'ai l'impression que euh, euh, les barrières qu'on impose aux femmes, c'est des barrières parce que peut-être de l'autre côté, on sait que des femmes ont une certaine vivacité, elle est cohérente, elle peut transformer, n'est-ce pas, le monde, et donc peut faire peur, n'est-ce pas, au système patriarcal qui a, qui a, qui a toutes les institutions et qui se dit, et qui a peur, n'est-ce pas, de laisser les privilèges. Ça peut se comprendre. Malheureusement, il faudrait que tout le monde sache aujourd'hui que euh, au XXIe siècle, on ne peut plus mettre des barrières contre des femmes parce que des femmes font partie entière, n'est-ce pas, de celles qui transforment, n'est-ce pas, nos nations. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, au niveau de la famille, il est regrettable qu'au XXIe siècle, on voit aujourd'hui encore que le rôle de la jeune fille reste de laver les assiettes. En plus de laver des assiettes, il faut qu'elle donne à manger à son petit frère, qu'elle donne à manger à son père, qu'elle débarrasse, qu'elle va même laver les assiettes. Souvent, après ça, elle va aller étudier et très souvent même, elle est première, contrairement à son grand frère ou à son petit frère, à qui on dit, oh, ne fais rien. Bon, même si on le dit, c'est acté. Donc, au niveau familial, déjà, pour nous, il y a un défi de marteler, un défi d'éducation au niveau de la famille pour faire comprendre que euh, les femmes et les hommes, ce n'est pas une concurrence, mais c'est une complémentarité. Donc, vous pouvez avoir une jeune fille à la maison et un jeune homme. Il faut faire à ce que les deux soient complémentaires et que ce ne soit pas parce que nous disait que la femme va aller en mariage, l'homme c'est le chef de famille. On a bien vu dans d'autres maisons, dans d'autres familles, que c'est la femme qui est chef de famille, malgré qu'elle soit même en mariage. Donc, c'est un argument qu'il faut balayer de revers de la main. Donc, ça commence au niveau de la famille. Donc, il faut qu'au niveau de la famille, qu'on continue le défi de toujours mettre la fille de rabaisser la fille devant le garçon. Il faut qu'il y ait cette éducation, n'est-ce pas, des parents pour dire c'est des enfants complémentaires et c'est à nous de le faire chaque fois que nous rencontrons les parents. Donc c'est un défi. L'autre défi, c'est que on peut toujours dire, vous voyez comment on parlait de l'accès à l'éducation. On dit toujours l'accès à l'éducation de la jeune fille, c'est temps. Pourquoi on insiste sur l'accès à l'éducation de la jeune fille et on n'insiste pas sur l'accès à l'éducation de jeune homme. Parce que nous tous nous comprenons que la fille n'a l'accès à l'éducation que lorsque les parents le veulent. Et lorsqu'ils ne veulent pas, ils peuvent te dire tu vas en mariage ou alors bon, vraiment tu restes là-dedans. Nous devons aussi travailler avec nos institutions pour
au lieu de stigmatiser, parce que pour nous, ce défi, c'est un défi, c'est vrai, mais c'est un défi stigmatisant pour dire l'accès à une éducation de qualité. Comme si, lorsque la fille va à l'école de la même façon que le garçon, comme si elle n'a pas de bonnes notes. Non, je pense qu'il faut, il faut, il faut changer le narratif. Il faut, par exemple, dire qu'il faudrait donner la chance aux jeunes filles, aux jeunes hommes de faire les mêmes études avec tout ce que cela comporte comme méritocratie et ne pas donner et ne pas venir après faire dire que bon, dans cette région, il y a 10% de ça, pour moi, c'est stigmatisant. De la même façon, au niveau des opportunités économiques, voilà. Nous ne pouvons pas accepter que les femmes, dans l'informel, c'est elles qui apportent la plupart de recettes. Et lorsqu'il faille maintenant, par exemple, euh, distribuer, n'est-ce pas, des, nos, des postes de responsabilité pour, n'est-ce pas, développer cette économie qu'on commence à lui dire seulement que, bon, vous venez là prendre les AGR. Non, il faut que les femmes soient, n'est-ce pas, dans là où on planifie, dans la planification, n'est-ce pas, de l'économie en marche. Donc, il y a ce défi-là de ne pas vouloir intégrer les femmes lorsqu'il faut planifier, n'est-ce pas, les opportunités économiques. C'est un défi énorme. L'autre défi, c'est de plus en plus, les féminicides sont devenus un truc banal et tout le monde regarde. Les violences basées sur le genre, aujourd'hui de toutes sortes, c'est devenu banal, psychologique, verbal, physique, c'est devenu banal. Et on se contente seulement de dire, oui, il y a 50 femmes qui ont été ceci, mais on ne voit pas à aucun moment quelles sont a pris comme résolution forte pour que cela cesse un peu. Donc, nous pensons, l'autre défi, c'est de lutter efficacement contre ces violences-là. Et généralement, les gens oublient les violences psychologiques qui amènent les femmes souvent dans une dépression, où elles n'en s'en sortent plus, des suicides, des violences verbales, des viols même, c'est-à-dire que des viols, des abus sexuels même au niveau des familles, des incestes où des jeunes filles sont utilisées par leur, par leur père au vu aussi de tout le monde. Donc, je pense que c'est un défi majeur au niveau de l'Afrique. Il faudrait que, là encore, je pense qu'il faut se regarder dans le miroir et dire que peut-être ce que nous avons mis en place depuis comme solution, comme ça n'a pas marché, comment on peut s'asseoir pour revoir comment lutter efficacement contre cette, ces violences. Alors, après, il y a au niveau politique, les instances de décision. Regardez en Afrique, combien de femmes ont été présidents de la République? Je crois que deux, peut-être trois aujourd'hui. Il y avait deux à l'époque, mais il y a une qui s'est ajoutée, je crois. Mais sur 54 pays, combien de femmes occupent les ministères de souveraineté? Aucune. Combien de femmes occupent des postes de directeur général ou là où on doit prendre des décisions pour tout le monde? Aucune. Comment on peut avoir une, une, un continent où on dit clairement que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais quand même, elles ne sont nulle part où on doit prendre des décisions pour tout le monde. Elles ne sont nulle part. Elles assument, enfin, elles encaissent. Elles encaissent. Donc, je pense que nous devons aussi, la pleine participation et entière des femmes, hein, à des instances de décision, c'est un défi majeur. Et puis, les femmes ne sont pas protégées, surtout dans les contextes de crise sécuritaire, de conflits armés.
c'est elles sont utilisées par tout le monde. Comment on peut faire pour il faut la protection dans les contextes, donc la mise en place des mécanismes de protection solides dans les contextes de crise sécuritaire, de conflits armés. Et puis, je terminerai l'accès à la justice. Vous voyez très bien lorsqu'il s'agit des veuves, le mariage. Aujourd'hui, les femmes ne sont, ne sont plus sûres de jouir de leur héritage après la mort de leur mari. Il n'y a aucune volonté politique au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, de protéger la veuve qui passe des moments avec son mari et qui, après le mariage, on voit comment elle est dépouillée de tout, souvent avec de tous leurs enfants, tous les enfants, par la belle famille et par souvent même d'autres étages. Et puis, euh, nous voyons très bien, chaque fois que je parle de ça, on me dit c'est pas évident. Nous voyons très bien que les femmes souffrent. Avec tout ça, on leur impose souvent même la polygamie. C'est-à-dire et puis on te dit, c'est l'Afrique, hein, c'est comme ça. Les souffrances qui sont infligées à 2 femmes ou 3 femmes dans une même maison, ou même dans des maisons différentes. Personne ne peut comprendre cela. Ça les décime petit à petit. Je pense que ce défi de la polygamie, qui est quelque chose que les femmes elles-mêmes s'accommodent pour peut-être des raisons de statut pour certains, d'autres c'est peut-être pour des raisons pécuniaires, et d'autres peut-être pour des raisons, je ne sais pas, de nos traditions. Je pense que c'est une question qui doit être débattue sérieusement par les femmes d'abord et qu'on sache. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, nous sommes allés, c'est une anecdote, si vous me permettez, nous avons reçu des femmes polygames qui sont venues se plaindre. Ah, on a fait une petite assemblée générale pour parler de cela. Mais je vous assure, 70% des femmes qui se plaignaient de cette forme sont venues nous raconter qu'elles préfèrent ça, comme ça, qu'un mari qui a quelqu'un d'autre. Mais vous voyez comment on nous a tellement tétanisés par nos traditions, par par nos coutumes, et, qui permet à ce que nous-mêmes nous pensons que nous sommes réels, c'est ce que nous méritons. Et que donc, dès que tu dis que ce n'est pas ça, c'est même la femme qui te dit, ah, peut-être même que tu n'es pas une femme. Ou alors, c'est même l'homme qui te dit, ah, si tu ne veux pas, tu laisses. Et la femme commence à trembler. Donc, voilà un peu, pour ne pas, euh, 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 pour moi, ramasser les défis. Et ces défis sont amplifiés, comme je le disais, par les systèmes patriarcaux profondément enracinés, les mariages précoces, le poids des traditions discriminatoires. Et au niveau mondial, les inégalités structurelles persistent. Tout le monde voit. Mais en Afrique, et en Afrique centrale en particulier, que je connais très bien, elles prennent une dimension particulière à cause des conflits, des crises sociopolitiques et du déficit démocratique. Et ça, c'est un problème pour nous les femmes. C'est un grand problème. Et j'espère que avec ce que nous avons commencé là, ce n'est que le début et que nous allons nous regarder euh, euh, face à face un jour, n'est-ce pas, et discuter concrètement de tout ça et trouver des solutions concrètes. Merci. Ce serait avec un grand plaisir, Madame le docteur. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé, n'est-ce pas, vos avis, vos opinions sur cette question fort intéressante et surtout fort actuelle pour le continent africain et même partout ailleurs. Alors, à présent, imaginons maintenant que vous ayez la possibilité de changer une règle Ouais. ou une politique ou un système dès aujourd'hui. Qu'est-ce que vous transformeriez en priorité? Je veux dire, selon vous, hein, à quoi Ouais. ressemblerait, par exemple, une véritable transformation pour les femmes ainsi que pour les filles? D'abord, il faut repenser la gouvernance.
La première chose, la gouvernance. C'est-à-dire que euh, euh, mettre pas de quota. Moi, je suis toujours embêtée de cette histoire de quota. Je suis pour la méritocratie. Mais la méritocratie, en laissant les femmes, sans les mettre les barrières, aller concourir parce que je sais qu'elles ont les valeurs, c'est-à-dire au niveau du Parlement, des collectivités locales, des processus de la paix. C'est c'est le premier chantier, moi, qui me tient à cœur. Parce que si les femmes, qu'on ne les met pas les barrières aujourd'hui et qu'elles concourent comme tout le monde, elles vont être dans les parlements, dans les parlements et dans les collectivités locales. C'est là qu'il y a des transformations. Et puis, il faudrait que, si on me demandait, il faut intensifier l'éducation des mentalités, pour le changement de mentalité. Et là, c'est aux hommes, ce n'est plus aux femmes qu'il faut. Je vois toujours nos séminaires. Non, il faut éduquer les hommes. Il faut faire des forats ou des formations de renforcement de capacité sur sur l'apport de la femme d'abord au niveau familial, de la jeune fille au niveau familial, de la femme au niveau national, de la femme au niveau régional et de la femme au niveau international. Mais ça, c'est aux hommes qu'il faut faire ces, 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 ces formations-là. Je pense que nous avons mis plus d'accent de former les jeunes filles pour, se, pour se battre, mais nous n'avons pas mis l'accent pour former les hommes pour qu'ils sachent que la femme n'est pas un sous-homme, elle est complémentaire et elle ne peut pas être vue comme une simple, quelqu'un qui va vous donner à manger. C'est un enfant, c'est une compagne, c'est une sœur, c'est un collègue, c'est tout ce que cela. Donc, vous partagez ensemble. Vous partagez ensemble. Vous partagez tout. Donc, je pense que moi, les deux, les deux, les deux, les deux piliers, voilà mes deux piliers. Si on me demandait aujourd'hui de faire quelque chose, c'est de mettre des programmes de formation pour les hommes qui consistent en leur dire que la femme est une sœur, est une, est une compagne, est une collègue et est un être humain qui peut tout apporter comme toi, tu apportes, toi l'homme. La deuxième chose, c'est il faut qu'on arrive à imposer une représentation équitable des femmes dans toutes les instances de gouvernement. Je dis bien imposer parce que nous avons vu que les hommes ne le feront pas. Vous voyez dans les partis politiques, lorsqu'on met des listes électorales partout dans le monde, vous voyez très bien la discrimination qui est faite. Vous ne pouvez pas être tête de liste. On va vous donner voilà, peut-être adjoint au maire, si même vous vous êtes trop battu, ou alors conseiller municipal. Vous ne pouvez pas être élu, par exemple, si je parle, par exemple, nommé, par exemple, si je parle du Cameroun, vous ne pouvez pas être nommé, par exemple, super maire, alors que tout le monde sait comment la femme a de l'intuition quand elle veut faire quelque chose et fait attention à la chose publique. Parce que comme elle gère dans sa maison pour que ça se passe bien, c'est comme ça elle tient à ce que ce qu'elle fait même dehors soit bien fait. Donc, vous ne verrez pas. Vous verrez qu'il y a, par exemple, dans 180 députés, il n'y a même pas 30 femmes. Je parle. Donc, vous voyez que on va vous dire qu'il y a des quotas, mais justement, c'est parce qu'on a pris des femmes là, on les a embrigadées dans les histoires de quotas, que on ne sait même pour imposer notre représentation équitable dans toutes ces instances de gouvernance là. Et même au niveau national, même au niveau international.
les Nations Unies, l'Union africaine, la Commission africaine, la Cour africaine, le PNUD, toutes ces instances-là, vous allez voir le représentant est ceci, c'est la représentante adjointe qui est ceci. Ce n'est pas, au 21e siècle, et c'est pour cela aussi que ça ne va pas. Parce que les hommes ont aussi démontré leurs limites quant à la manière de gouverner le monde, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau du, du, des sociétés, que ce soit au niveau national, régional, international. Donc, je pense qu'il faut absolument, ces chantiers-là, c'est les chantiers pour moi qui sont des chantiers importants et même prioritaires, l'éducation des hommes sur le rôle que jouent des femmes et que le rôle que doivent jouer des femmes et l'éducation des hommes pour qu'ils sachent que les femmes ne sont pas les sous-hommes et que ce sont des êtres complémentaires à part égale. Et puis, imposer la représentation équitable des femmes dans toutes les instances de gouvernance. Parlement, collectivités locales, au niveau international, des institutions internationales, régionales et au niveau national, tel que, n'est-ce pas, les gouvernements. Pourquoi une femme ne peut pas être Premier ministre, chef de gouvernement? Quand je dis chef de gouvernement, c'est vraiment un chef de gouvernement. C'est-à-dire que pourquoi une femme ne peut pas être en Afrique ministre chargé de la défense? Pourquoi? Donc, je pense que même s'il y en a, il y en a peu. Je veux dire qu'on les compte du bout de doigts. Et souvent, même, elles sont effacées parce qu'on leur donne souvent ce titre-là et elles ne font rien. Donc, voilà un peu. Mais il y a aussi un volet. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des crises au niveau mondial, des conflits armés violents au niveau mondial, au niveau, au niveau mondial, au niveau régional et au niveau national dans tous nos pays. Il, il, il ne faut pas qu'on reste dans les mots. Par exemple, le 13-25, hein, on a fait ceci, le 13-25, le protocole de Maputo. C'est bien beau. Nous avons même œuvré pour pour l'élaboration du protocole de Maputo. C'est bien beau, ce texte-là est révolutionnaire. J'imagine le 13-25 aussi. Mais comment, comment ça se fait que dans le processus de paix, vous ne trouvez pas des femmes, alors que tout le monde sait que dans nos villages, à l'époque ou bien jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y avait des conflits dans nos villages, le chef de village venait toujours avec sa femme. Et lorsqu'il y avait deux personnes qui étaient en conflit, il ne prenait jamais la décision le même jour. Il disait toujours, je vous ai compris, je reviendrai demain matin vous donner ma décision. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait demander à sa femme, comme l'affaire que tu as écoutée là, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'est la femme. Je le dis parce que moi, j'ai grandi au village et j'ai vu comment ça se passe. Et c'est la femme qui lui disait ce qu'il y avait à faire. Parce que je suis aussi de la lignée de chef. J'ai vu comment ça se passait. Et il revient le matin et dit, bon, j'ai décidé ceci, alors que c'est la femme. Et tout le monde sait. Et tous ces hommes-là qui vont faire les conflits, qui vont envenimer les conflits, savent très bien que quand ils viennent le soir, c'est les femmes qui leur disent, vraiment, chérie, vraiment, c'est peut-être que... Pourquoi, lorsqu'il faut maintenant aller sur les tables de négociation et sur la table de négociation pour les paix durables, on ne voit pas les femmes? Donc, il faut aussi qu'on crée. Si je pouvais avoir le leadership, c'est de créer un think tank. Alors, un think tank des femmes seulement qui vont être partout où il y a le processus de paix. Ou un team force. Quelque chose de ce genre. Et qu'on part prendre des femmes dont les voix comptent et qui peuvent venir s'asseoir pour dire la vérité. Parce que pour avoir
pour avoir la paix, il faut qu'il y ait la vérité. Pour réconcilier des gens, il faut qu'il y ait la vérité. Et ce n'est que les femmes qui savent dire des vérités souvent. Donc, je pense que voilà les trois chantiers pour moi. L'éducation des hommes, imposer la représentation équitable et mettre en place un think tank ou bien un team force pour, n'est-ce pas, mais pour qu'il y ait des femmes dont les voix portent, pour les imposer dans les processus de paix au niveau mondial, au niveau régional, au niveau national. Merci beaucoup, Maximilienne, pour Et, ce... et je pense que ce n'est que comme ça, et ce n'est qu'à cette condition, et c'est une condition sine qua non pour un développement durable et inclusif pour nos pays et pour le monde entier. Ça ne passera que par ça. Tout le reste, on bricolera et on sera toujours. Ça ne passera que par ça, croyez-moi. Alors, merci beaucoup pour ce partage fort intéressant une fois de plus. Alors, si je devrais retenir quelque chose, n'est-ce pas, une véritable transformation pour les femmes, n'est-ce pas, selon votre avis, passerait par pas mal de choses. J'ai retenu deux principales, notamment un programme de formation des hommes ainsi que la représentation équitable des femmes dans les instances décisionnelles, davantage la représentation de celles-ci. Alors, Non, vous non, non, non. Et la mise en place d'une Et team la force. mise en place d'une team force, autant pour Oui, moi, j'ai pour, oublié le pour, plus important. pour impliquer les femmes dans les processus de paix. C'est ça qui fait, c'est ça qui va être, c'est ça qui va booster même parce que si on n'est pas en paix, on peut pas avoir un développement durable. Fantastique. Alors, vous savez, beaucoup de jeunes femmes nous écoutent, du moins vont nous écouter et forcément s'interrogent sur la meilleure façon de s'engager. Alors, quels conseils aimeriez-vous, n'est-ce pas, leur donner, notamment à celles qui aspirent à des rôles de leadership ou de plaidoyer? Et par ailleurs, vous avez beaucoup inspiré tout au long de votre carrière, mais j'imagine que vous avez aussi été inspiré. Donc, y a-t-il Ouais, des mentors ou des modèles qui vous ont guidé dans cette ouais, quête-là pour la recherche de ouais, l'éducation? ouais. Ben, en un seul mot, parce que quand vous voulez parler aux jeunes filles et aux femmes, il faut être clair, précis. Je leur dirais simplement, la première chose, c'est de croire à son potentiel. Il Ok, faut croire d'abord que je peux et je suis. Ça, c'est et refuser les limites de la société, que la société voudrait vous imposer. C'est-à-dire, par exemple, oui, parce que vous êtes femme, vous ne devez pas croiser les pieds. Je dis ça comme ça, vous ne devez pas croiser les pieds là où il y a les hommes. Oh, vous ne devez pas revendiquer vos droits, vous ne pouvez pas dire non. Il faut savoir refuser avec courage, fermeté, mais dans la dignité et l'humilité. parfait. Il faut oser aussi occuper l'espace qui vous revient de droit. Il faut oser. Il y a beaucoup d'obstacles, mais à chaque obstacle, vous donnez de l'amour, parce que les femmes savent donner de l'amour. À chaque obstacle, vous donnez de l'amour. À chaque difficulté, vous, vous discutez sans disputer. Vous discutez sans disputer. Parce que lorsque vous discutez sans disputer, c'est vous qui êtes gagnant. Et vous apportez des éléments, des arguments qui vous ont permis de prendre cette décision ou et pas celle-ci. Et puis, il faut toujours et toujours dire je ne sais rien. L'humilité précède la gloire, la simplicité. Donc, toujours apprendre des autres, des expériences des autres, être à l'écoute, ne, ne pas faire de votre gloire quelque chose de pour piétiner les autres. L'humilité, la simplicité. Vraiment, c'est des choses qui m'ont accompagné pour devenir leader. Mais à côté de cela, le courage. Il ne faut pas baisser les bras.
on ne peut pas vous donner le leadership sur un plateau d'or. Souvent même, ça commence même dans votre propre milieu. Mais il faut être humble, il faut être simple. Donc, et puis, le leadership féminin n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour la transformation de la nation, pour nous tous. Donc, lorsqu'on sait que c'est une nécessité et que ce n'est pas un privilège, il ne faut pas que les femmes en fassent un privilège. Parce que ça peut aussi monter, ça peut devenir quelque chose qui n'est plus sain, qui devient malsain si vous considérez que vous êtes maintenant, vous êtes parmi les privilégiés. Non, c'est une nécessité d'être un leadership féminin. C'est une nécessité. Donc, ça voudrait dire qu'il faut avoir un parcours très, 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 très constant. L'éthique, la morale, les valeurs. Oui, nos traditions ne sont pas seulement mauvaises, elles nous donnent aussi certaines valeurs. Donc, des valeurs morales. Des valeurs morales, vous êtes loin de la corruption, vous êtes loin des intrigues, vous êtes loin des complots, vous êtes loin de détournements, vous êtes loin de tout ça, les valeurs morales. Et puis l'amour de l'autre, du prochain. Parce que quand vous avez l'amour du prochain, vous multipliez les leaders. Parce que plus nous sommes leaders, plus on impacte. Il ne faut pas penser que parce que moi je suis déjà leader, ça va, les autres ne doivent pas être quelque chose. Donc il faut travailler pour qu'il y ait d'autres leaders. Donc ça veut dire transférer les compétences avec humilité, avec simplicité. Il faut le faire. Donc voilà ce que je peux leur dire. Maintenant, moi, j'ai été beaucoup inspirée par de nombreuses femmes et je vais vous dire vraiment que tout ce que j'ai dit là, j'ai trouvé n'est-ce pas, ces valeurs-là, ces femmes-là. Il y a Madame Harriet Ekwe, Madame Harriet Ekwe, fait Madame Suzanne Kalaloube, Madame Bagbo, que j'ai vue de mes propres yeux, 2 fois. J'ai vu Madame Samora Machel. D'autres aussi qui sont invisibles, que je n'ai pas pu rencontrer, comme la femme de Nelson Mandela, comme Panza, parce que moi j'ai toujours admiré les femmes qui ont de la hauteur. Madame Panza a été présidente de la transition en RCA, et lorsque elle a terminé son mandat, elle a organisé les élections, elle est partie. Même si elle est revenue plus tard, mais elle est quand même partie, elle a tenu à sa parole. Madame, mais là, je ne les ai pas rencontrées, donc elles sont invisibles, mais ce sont des femmes africaines qui m'ont beaucoup courageuse. Madame Silfer de Libéria, Madame Alapini Reine, qui est aujourd'hui qui a été la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui m'a pris main à la main comme ça. Elle est aujourd'hui à la CPI. Et Maître Maïga, qui est malienne. Donc, il y a de nombreuses femmes courageuses comme ça, d'une humilité, d'une simplicité, qui ont forgé en moi cette, cette façon d'être, mais très courageuse. Je vais vous dire, Madame Alapini Reine, elle était à l'époque présidente de la Commission africaine, et il y a eu le débat sur les homosexuels. Et l'Union africaine ne voulait pas qu'on parle des droits des homosexuels à la Commission africaine. Madame Gansou, Reine Alapini, avocate elle a imposé à tous les présidents, que les droits de l'homme sont des droits universels et qu'elle ne peut pas être présidente d'une grande institution comme la Commission et qu'on marginalise ou qu'on exclut une partie de la société. Et c'est comme ça, et c'est sous Madame Gansou Alapini qu'il y a une association de lesbiennes qui a eu le statut d'observateur auprès de la Commission. Malheureusement, dès qu'elle est partie,
et que les hommes sont venus, on a retiré comment on appelle ça, ce statut-là à cette organisation. Vous voyez le courage, mais elle le faisait dans la simplicité et dans l'humilité. Quand elle parlait au, au président de tout africain, souvent on était là, elle parlait avec des mots simples, avec toute la simplicité, avec la morale, c'est-à-dire pas blessée, avec des mots qu'il faut. Mais elle leur disait la vérité et avec courage. Et elle leur a dit qu'elle ne peut pas faire autrement que ce qu'elle doit faire. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et les femmes qui m'ont, n'est-ce pas, inspirée, je pense que leur courage, souvent silencieux et souvent aussi affiché, leur dignité et leur résilience ont été, n'est-ce pas, quelque chose qui m'a forgé et qui continue de nourrir mon engagement aujourd'hui parce que c'est des femmes à célébrer. Merci beaucoup pour ce partage et surtout pour ces conseils. Je pense qu'ils seront précieux pour beaucoup d'auditrices, tout comme des auditeurs d'ailleurs. Alors, pour terminer sur peut-être une note plus personnelle, alors, en dehors de votre travail, qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Alors, ou si vous voulez, ce qui vous aide à garder l'équilibre, on va dire ainsi. J'avoue que c'est j'apporte, lorsque on a des petites victoires sur sur ce que nous avons à faire, ça porte de la joie. C'est-à-dire que souvent, lorsque on est dans les moments difficiles, la conviction que le combat dépasse ma personne, ma petite personne, me ramène à dire, il faut absolument que je fonce. Parce que chaque petite victoire, pour moi, est un pas vers un avenir plus juste. Et c'est ça qui fait ma joie. Les échecs aussi, parce qu'il faut savoir que les échecs font partie, n'est-ce pas, des engagements. Mais c'est les échecs m'amènent plutôt à m'améliorer et à dire peut-être la prochaine fois je ferai mieux comme ça. Mais les joies, les petites joies, c'est les petites victoires. Parce que nous ne sommes pas dans des environnements, nous sommes dans des environnements très hostiles au niveau mondial aujourd'hui, ou même au niveau de nos Africains. On voit bien le recul euh, de la démocratie, le recul des droits humains, le recul même de, 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 même la mise en cause même des instruments et des institutions pour lesquels nous tous on a convenu hier au niveau régional et international. Vous avez vu le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont sortis de la CPI. Vous avez vu que plusieurs pays aujourd'hui foulent aux pieds les Nations Unies. Il y a plusieurs pays qui, les recommandations des Nations Unies sont devenues comme des chiffons, y compris les recommandations ou les résolutions de l'Union africaine. Vous avez vu, par exemple, l'Union africaine, ils ont pris des dispositions, par exemple, sur la charte africaine de la démocratie, des élections et de bonne gouvernance, mais il y a peu de pays aujourd'hui en Afrique qui n'est-ce pas, alors que c'est eux-mêmes, c'est l'Union africaine, ces chefs d'État qui ont ratifié, n'est-ce pas, cet instrument qui est un instrument vraiment qui pouvait nous sortir de toutes les crises et tous les conflits. Mais vous voyez très bien que ils ont mis tout ça dans le tiroir aujourd'hui. Donc, dans cet environnement hostile-là, chaque petite victoire, vraiment, c'est, il faut la célébrer. Il faut la célébrer avec, avec beaucoup d'aisance, sans se prendre la tête, mais aussi quand même dire oui. Parce que, et je termine par là, parce que très souvent, nous ne savons pas célébrer nos petites joies, nos petites victoires.
nous sommes toujours en train de culpabiliser que ouais, nous n'avons pas assez fait. On court, on court. Alors que si on s'asseyait un peu et qu'on regardait la petite transformation qu'on a faite et ce qu'on a amené comme bien-être à des femmes ou même à un être humain, on peut s'arrêter pour dire oui, j'ai fait. Et il ne faut pas qu'on attende que c'est les autres qui nous célèbrent. Il faut savoir nous célébrer. Parce que on vous dit, ah, elle veut montrer. Non, il faut se célébrer parce que ça vous enlève même le stress. Ça vous fait vous battre davantage. Ça vous fait aussi vous regarder dans les miroirs, vous donnez même une santé mentale. Vous donnez même une jeunesse. Parce que c'est des moments de joie, parce que c'est difficile d'avoir une petite victoire dans des contextes hostiles dans ce monde aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et je veux dire, s mon expérience démontre que même dans les contextes les plus répressifs, ce que je disais, il est possible de mobiliser, de renforcer la résilience et de construire des alternatives grâce à une vision claire et à la conviction que les femmes doivent être actrices de leur destin d'abord, mais actrices au niveau inclusif et actrices au niveau mondial. Et je vais terminer pour dire ceci, et c'est ma conviction clé, c'est que le silence n'est jamais une option face à l'injustice. Merci. Alors, c'est nous qui vous remercions, Madame le Docteur Maximilienne Gobé. Au nom du Gender Equality Panel de l'UAPS, je tiens à vous réitérer, n'est-ce pas, mes remerciements sincères pour non seulement la richesse et la profondeur de vos réponses. Je pense que votre parcours et vos réflexions sont une source d'inspiration précieuse et je suis certaine que notre audience en ressortira nourrie et surtout motivée. Merci une fois de plus à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Voices of Africa Women. Nous espérons que cette conversation vous aura touché et inspiré. Et n'hésitez pas de partager ce podcast autour de vous, à poursuivre la réflexion et à rester à l'écoute pour nos prochains épisodes. C'était le Gender Equality Panel et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre avec une autre voix puissante du continent africain.